Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ce PSG Dortmund à froid, vraiment, puisqu'on a 2 jours de retard. Je suis désolé, d'habitude je sors les vidéos dès le lendemain, mais là les mercredis je finis les cours à 20 h, du coup j'ai mis le réveil à 8 h ce matin, revisionné le match, il est 10 h 22 et on va donc revenir sur cette victoire 2-0 qui dans l'après-match a divisé les gens entre les sceptiques ou plutôt les insatisfaits qui ont vu une performance pas assez aboutie des Parisiens au vu de la très faible adversité proposée par Dortmund pour de la Ligue des Champions, et de l'autre côté, les positifs qui, au vu du contexte tactique que le match t'a imposé, ont bien aimé la manière dont il a été abordé par Luis Enrique et son équipe. Et moi, je me positionne de ce côté-là. Je suis plutôt content. Je le disais en avant-match, en fait. Le PSG doit user des côtés, chercher des appels extérieurs, centrer à fond. C'est ce qui a été fait. Dans mon débrief, je disais que c'était peut-être un peu trop, mais là, on va nuancer. Parce que dans mon avant-match, je vous disais de jouer sur les côtés, au vu des profils au milieu de terrain, par exemple Emre Can, qui dans la densité face à un Vitinha, Warren Zaïre-Emery, me faisait un petit peu peur, hein. C'est plutôt un profil déménageur. Au final, Zaïre-Emery, qui a été la plupart du temps au duel avec lui, a plutôt bien géré. Au vu aussi des qualités de nos milieux de terrain, aller chercher l'axe alors que tu as Zaïre-Emery, Vitinha, qui sont pas forcément les meilleurs pour contrôler instinctivement et se retourner rapidement, c'est pas l'idéal. Colomani, voilà, titulaire, c'est sa première, donc forcément, tu peux pas dès maintenant mettre en place des circuits de passes longues, par exemple, vers lui. Au vu aussi des profils en défense, et encore plus, l'innovation de Dortmund, à savoir jouer à 3 défenseurs centraux dans un 5-3-2 sans buteur, renforçait cette idée d'aller chercher les côtés. Donc voilà, d'abord un bon choix d'aller chercher évidemment ce système en U, les Dembélé, les Mbappé, parce qu'évidemment tu as les profils pour, tu as recruté en attaque sur les côtés des joueurs virevoltants qui dans les 1 contre 1 font des différences. Alors ils les ont pas forcément fait. C'est vrai que ce match en fait s'aborde plus du point de vue des performances individuelles que collectif, parce que, encore une fois, Dembélé te perd une trentaine de ballons, surtout sur la quinzaine de centres qu'il a tenté, il en loupe 12, il en réussit que 3, ce qui est assez famélique. Moi, c'est la stat qui me gêne le plus dans le match de Dembélé. À la limite, les ballons perdus, bon, ça veut dire qu'il a tenté. Par contre, les centres, ouais, là, c'est plus une question d'exécution technique, mais ton penalty qui ouvre le score, d'un côté, c'est un fait de jeu, de l'autre, provoqué par justement ton plan de jeu, un centre. Et le deuxième but, encore une fois, de toute façon, le PSG de Luis Enrique, on peut tout dire. C'est l'équipe des paradoxes. Voilà, tu peux faire toutes les analyses possibles. Ce deuxième but, tu l'obtiens avec des combinaisons courtes, avec une certaine justesse technique, dans l'axe, dans la densité. Donc évidemment, c'est un but que Luis Enrique a célébré comme pas possible sur son banc, mais qui ne colle pas vraiment avec l'approche du match en fait, s'en détache, se détache des consignes données par Luis Enrique. Bon, évidemment, chercher les ailes, c'est aussi pour éviter de perdre des ballons dans des zones dangereuses. On sait très bien qu'il vaut mieux perdre un ballon sur le côté plutôt que dans l'axe, surtout face à Dortmund qui a des profils un petit peu dévastateurs comme Adeyemi bien évidemment, et le PSG de Luis Enrique a cette obsession des transitions défensives. C'est là où j'ai vraiment apprécié le match. Alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de nuances au vu de l'adversaire. D'abord, la faiblesse de Dortmund, et ensuite, ce choix de jouer sans numéro 9 chez eux, qui faisait que sur leur transition, ils n'avaient pas de point d'appui, c'était très compliqué pour eux. Donc, pour nous, plus facile de récupérer le ballon, mais globalement, les qualités de contre-pressing d'Hakimi, Ugarte, l'investissement de Dembélé, de Colomani aussi qu'on peut citer, j'ai vraiment apprécié. Et ça, les transitions défensives, on sait très bien que c'est quelque chose de très important dans cette équipe de Luis Enrique, un axe de progression qui t'a évidemment fait grand défaut vendredi sur ta défaite contre Nice. Voilà. Et puis, plus globalement, Dortmund sans numéro 9 se retrouvait un petit peu, en plus, comme il jouait très très bas, se retrouvait un peu à miser sur les 1 contre 1, sachant que le duel Lucas Hernandez, Adeyemi, par exemple, a été très bien mené par notre Marseillo parisien, ça a tout de suite annihilé
toutes les possibilités de Dortmund qui, au final, ne se sont pas vraiment montrées devant notre but. Et de toute façon, moins on parle de Donnarumma dans le débrief, mieux c'est. Et là, c'est le cas. Il fait son bel arrêt à la 12e minute, je crois, sur une frappe qui est sur lui, où Marquinhos négocie pas très bien son duel. Mais derrière, voilà, par exemple, à la relance, il n'est pas gêné, il fait pas d'erreur parce que Dortmund ne te presse pas. En seconde mi-temps, oui, en fin de match, Dortmund se rapproche un petit peu dangereusement par moment de ta surface, parce qu'ils se mettent à te presser aussi un petit peu, voilà, et tu retrouves tout de suite les difficultés du PSG quand ils sont mis en difficulté dans ce registre-là, mais encore une fois, tu as des marges de progression. Tu as des marges de progression parce que les circuits de relance, forcément, à un moment donné, Luis Enrique va devoir en travailler dans l'axe. Voilà. Ugarte, par exemple, touche trop peu de ballons en première mi-temps. Je crois 30, c'est trop peu en fait. Tu dois le chercher beaucoup plus sur tes circuits de relance. Lee Kang-in, on en parlera, quand il va être réintégré, ça va être une vraie solution pour relancer dans l'axe. La question du numéro 9, qui aujourd'hui est le poste, en fait, le plus indécis dans ce PSG. C'est-à-dire que le milieu de terrain, voilà, ils sont tous titulaires. Warren Zaïre-Emery, c'est le deuxième joueur de champ le plus utilisé. Sur les côtés, Dembélé, Mbappé, depuis Toulouse et Lens, voilà, ça ne bouge plus. La défense, pareil. Alors la défense, c'est par la force des choses, parce que Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes sont morts. Mais le poste de numéro 9, c'est vrai que tu as eu Gonzalo Ramos qui s'est blessé, ensuite Asensio qui a fait des bonnes performances qui s'est reblessé, et là Colomani qui arrive tout juste, c'était sa première titularisation. Donc bien sûr, tout ça donne de la marge de manœuvre pour progresser sur tes circuits de passe intérieurs, et donc j'espère que ça va être le cas dans les prochaines semaines, à commencer par ce Classico dimanche. Alors, il y a une question qui est revenue dans l'après-match, que je voulais traiter parce que j'ai un avis assez tranché, c'est celle de la réintégration de Nuno Mendes. Alors déjà, il faut qu'elle arrive, parce qu'on parle d'un joueur qui n'a pas joué depuis plus de 6 mois, et globalement, depuis la Coupe du Monde, et même avant, globalement, depuis sa blessure au match aller contre Benfica, qui va donc bientôt faire 1 an, on parle d'un joueur qui n'a pas eu de réelle dynamique en fait, à enchaîner les matchs. Donc déjà, la reprise, on va la faire tranquillement. Vu le nombre de rechutes qu'il a eu, on va pas faire comme avec Lucas Hernandez, à le titulariser tout de suite et lui faire jouer 70 minutes par la force des choses, parce que ça sert à rien. Tu peux jouer avec Lucas à ce poste-là, on va pas forcer Nuno, et surtout, j'y reviendrai, Nuno, attention, en janvier, on n'aura pas Hakimi à cause de la CAN. Il va falloir qu'il soit au top de sa forme. J'espère que les préparateurs physiques travaillent dans cet objectif-là. Surtout qu'au mois de janvier, tu n'auras possiblement ni Hakimi, ni Lee Kang-in pour la Coupe d'Asie ou les Jeux d'Asie, je ne sais plus, pour animer ce côté gauche. Voilà. Donc, Nuno Mendes, primordial. Bon, déjà, premier point, il va falloir qu'il revienne et qu'il refasse 90 minutes. Voilà. On sait très bien que quand tu reviens de blessure, il y a revenir et il y a faire 90 minutes. C'est ce qui fait que Lucas Hernandez est impressionnant, puisqu'il les a faites très rapidement et avec une aisance absolument exceptionnelle. Mais Nuno Mendes, ce sera probablement pas le cas, et il ne faut pas prendre de risques avec lui. J'espère bien sûr qu'il va revenir et que Luis Enrique choisira de jouer et avec Nuno Mendes et avec Hakimi, puisque c'est ça toute la question. Est-ce qu'on joue avec les deux latéraux? Moi, je l'espère. Je l'espère parce que je vois pas en quoi les deux, ça modifierait. Alors oui, ça modifierait peut-être un peu notre équilibre, parce que Nuno Mendes jouerait beaucoup plus haut, beaucoup plus large que Lucas Hernandez, qui se permet 2, voire 3 percées par match. Nuno, c'est à chaque fois qu'il a le ballon, quoi. De l'autre côté, Achraf a un rôle très haut sur le terrain en matière de contre-pressing, donc il ne faut absolument pas lui enlever, voilà. Absolument pas le brider à la relance, puisque ses qualités, c'est dans le dernier tiers, le premier tiers adverse, sur les relances. Voilà. Une fois que les adversaires ont passé ta première ligne de pression, c'est plus compliqué pour lui. Bon, et aussi parce que, perso, j'espère une charnière Lucas Hernandez-Marquinhos. Voilà, j'espère que Lucas reviendra dans l'axe, au moins jusqu'au retour de Kimpembe. Pourquoi ?
parce que j'ai envie d'avoir Hernandez-Marquinhos, parce que j'ai aussi envie de tester Hernandez-Skriniar. Skriniar qui aujourd'hui joue dans l'axe gauche alors qu'il est droitier, du coup à la relance il est assez quelconque puisqu'il est sur son mauvais pied. Il n'a pas les bons angles de passe, il a des difficultés parce qu'il cherche toujours à se mettre sur son bon pied. À droite, j'aimerais voir, surtout avec aussi Hernandez qui pourrait combler le déficit de vitesse de Skriniar, même si lui aussi en a un petit depuis... c'est quelque chose qui m'a un peu surpris chez Lucas. C'est plutôt, voilà, c'est vrai que au démarrage des actions, il peut paraître moins rapide qu'on ne le pense. Moins rapide que son frère, ça c'est sûr. Bon, donc Nuno Hakimi, personnellement, voilà, faire jouer les deux en même temps, j'y crois absolument. Aussi et surtout parce qu'en fait, on a toujours fait comme ça en fait. Voilà, les systèmes asymétriques. Oui, sous Tourelle dans le 4-4-2 avec les 4 fantastiques, mais là tu jouais avec 4 offensifs. Hein, c'était pas pareil, c'était une autre configuration. Mais depuis, sous Pochettino et sous Christophe Galtier, tu as eu les deux. Là, tu as 3 milieux de terrain. Et justement, mettre Nuno Mendes à gauche, ça fait que ton côté gauche est animé par lui et Mbappé. Vitinha serait déresponsabilisé de ce rôle de compensation vis-à-vis d'Mbappé, de fixation de l'adversaire le plus large possible, c'est-à-dire que Nuno, évidemment, se positionnerait le long de la ligne, et du coup, Vitinha serait plus dans la densité, donc jouerait sur d'autres qualités, et à la perte de balle, serait plus bas, et du coup, face au ballon. Plus facile de défendre, évidemment, quand tu es face à ton adversaire, plutôt que lorsque tu lui cours derrière. Et Nuno Mendes, évidemment, pour courir derrière son adversaire, c'est un des meilleurs de l'effectif. Sa différence avec Lucas, c'est bien sûr les premiers appuis, la vivacité, la vitesse que Nuno a. Voilà, les retours. Alors peut-être que l'impression visuelle sera moins bonne qu'avec Lucas, puisque du coup tu te retrouverais avec un latéral qui devrait cavaler et des adversaires qui auraient des prises de profondeur, bien sûr, plus faciles. Mais de l'autre côté, un Nuno qui sait revenir, qui sait défendre, voilà, dans le feu de l'action. On sait très bien que ces axes de progression, c'est plus sur la défense positionnelle. Quand l'adversaire a le ballon, quand il centre par exemple, l'appréhension des centres de Nuno, comme voilà, sur le but de Kingsley Coman face au Bayern au match aller. Donc, voilà, sur l'animation, avoir Nuno, donc un latéral beaucoup plus haut que Lucas actuellement, ça te permettrait d'avoir un milieu en plus, un Vitinha plus bas. Moi, je vois pas de problème en fait. Les gens qui dramatisent et qui disent ouais, Nuno Hakimi, c'est pas possible. On a même eu un papier de l'équipe. Non mais les gars, sérieusement, mais on y reviendra sur le journal de l'équipe, qui nous dit Luis Enrique, dans les grands matchs, préférerait mettre Nuno à gauche et Mukiele à droite plutôt qu'Hakimi. Les mecs te sortent ça au lendemain d'un match où ils mettent Hakimi en une en mettant Hakimi MVP. Mais où est la logique, quoi? Mais tu vois, ça c'est du parasite. Ça, c'est du journal qui va chercher la petite bête, qui va inventer des trucs dans une dynamique positive pour essayer de mettre des bâtons dans les roues, bien évidemment. Voilà. Et puis de l'autre côté, t'as d'autres milieux que Vitinha. Par exemple, un Lee Kang-in, moi personnellement, alors, innovation mardi soir sur son entrée, il est milieu. Alors que sur ses premiers matchs, Luis Enrique l'utilisait justement dans le rôle de Vitinha actuellement, plus haut, plus large, à coller la ligne, à jouer des 1 contre 1, et j'aime pas ce rôle-là pour lui. Moi, je préfère le voir dans un rôle de milieu, donc, Lee, milieu, débarrassé un petit peu de ce travail de fixation sur le côté, donc, qui se réorienterait plus sur le travail entre les lignes, se retourner, chercher son numéro 9, le côté opposé par exemple par des renversements, avec un Nuno Mendes qui du coup ferait ce travail de fixation. Voilà, pour moi ça me paraît être une animation tout à fait possible et qui modifierait pas non plus dans leur profondeur les équilibres actuels en fait. Voilà, je voulais nuancer complètement cette question du latéral. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Lee Kang-in, alors déjà, comme je disais mardi, innovation que le garçon soit au milieu.
parce que dans sa conférence de presse la semaine dernière, Luis Enrique ne le citait pas parmi les milieux de terrain. Là, quand il a fait ses citations où il a mis Ndour et Ethan Mbappé, que tout le monde a repris là, sur les réseaux pour dire « Oh là là, l'état de notre milieu », il ne met pas Lee Kang-in. Et sur ses premiers matchs, comme je disais, donc Lee Kang-in joue sur un rôle excentré. Donc, on va voir quand il reviendra de ces histoires, mais de toute façon, vis-à-vis de sa sélection, on espère qu'il aille le plus loin possible et que du coup, il revienne le plus tard possible. Parce que s'il gagne la compétition qu'il joue actuellement, en janvier, tu pourras le retenir. Puisque l'idée, c'est que son service militaire soit raccourci. Et s'il les gagne, ce sera le cas. Voilà. Donc, terminé. Bon. Donc avec Mbappé et Nuno sur le côté, comme je disais, sa capacité à contrôler de haut but, alors ça on l'a vu sur son entrée mardi, hein, il a fait lever le Parc des Princes, les gens étaient très contents de ses contrôles orientés, de sa petite talonnade, hop, sur la relance, voilà, qui a fait évidemment lever plus d'un supporter, sa capacité évidemment à jouer sur l'instinct. Maintenant, dans le dernier tiers, par rapport à Vitinha, Lee Kang-in, alors, Lee Kang-in, on parle d'un joueur qui a des défauts, les mêmes que Vitinha. Prend pas assez sa chance, trop altruiste, et je sais même pas si c'est trop d'altruisme en fait, parce que j'ai l'impression qu'il garde trop le ballon. En fait, voilà, son choix, c'est pas qu'il le fait au mauvais moment comme Vitinha, trop tard, mais c'est qu'il ne le fait pas en fait. On parle voilà, d'un joueur qui garde vraiment beaucoup trop le ballon, s'en mêle vraiment les pinceaux, et donc il doit progresser là-dessus. Alors que de l'autre côté, Vitinha, lui, est vraiment en constante progression. Enfin, par rapport à l'année dernière, dans le dernier tiers, alors c'est facile à dire puisqu'on sort du match contre Dortmund où il est élu homme du match par l'UEFA, même si j'aurais plutôt mis Hakimi. Dans le dernier tiers, Vitinha joue beaucoup plus sur son instinct et sa qualité de frappe a nettement progressé. Les frappes, voilà, sont beaucoup plus instinctives, première intention, et beaucoup plus fortes, beaucoup plus franches en fait. Bon, en gros, il boit des Actimel tous les matins, quoi. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir Vitinha en constante progression. Et ça pourrait, par exemple, devenir un problème dans la balance avec Lee Kang-in, qui, lui, va devoir élever son niveau de jeu dans cette dimension-là. Même si, attention, Lee Kang-in a pour lui ses contrôles, son jeu dans la densité, que Vitinha n'a absolument pas. Voilà. Surtout que tu te dois d'avoir un milieu qui, dans le dernier tiers, est plutôt franc, parce que Nuno a lui aussi ce défaut. Sous-performe complètement ses statistiques. En matière de tir, on sait très bien qu'il préfère prendre la solution altruiste plutôt que le tir. En matière de passes décisives, là, il n'a pas beaucoup de chance, parce que ces dernières années, il n'avait pas de numéro 9, donc il n'en a pas fait beaucoup, mais on espère que cette saison, Gonzalo Ramos et Colomani ne vont pas manger la feuille sur les galettes que livre Nuno très souvent. Voilà. Ensuite, bon, sortir Hakimi du 11, pour moi, ça paraît complètement impossible aujourd'hui, parce que, en matière de contre-pressing, il est très important. On parle d'Ugarte, mais je mets en avant, et ça, je l'ai toujours fait sur la chaîne, ceux qui regardent les vidéos, Hakimi, je l'ai tabassé, mais j'ai utilisé tous les mots possibles pour le tabasser quand il n'était pas du tout à son niveau pour un transfert de 70 millions, parce que ça a été le cas pendant 2 ans. Là, voilà, toujours, j'ai dit, il faut absolument le mettre beaucoup plus haut, ne pas le brider pour jouer sur ses qualités de contre-presseur qui sont très sous-cotées dans sa palette. Alors bien sûr, il y a les autres, hein, la finition, sa capacité à prendre le ballon lancé, j'oubliais la première de ses qualités, physique. Voilà, sa capacité à avaler les kilomètres, enchaîner les courses, et le fait qu'à la 85e, il soit dans le même état, il dégage la même chose qu'à la 5e minute. En gros, il n'est pas fatigué. Voilà. Donc ça fait vraiment très plaisir. Donc le contre-pressing. Le volume d'occasion qu'il a en ce début de saison. Alors, ça se retranscrit pas assez. C'est pour ça qu'il y a encore un axe de progression, puisqu'il marque mardi, il fait une passe décisive vendredi, contre Lens, il marque, mais à chaque match, il a beaucoup de tirs. Enfin, contre Lyon, je crois qu'il a 2 occasions franches. Pareil, en première mi-temps contre Dortmund, il peut très bien marquer. Voilà. Je suis pour qu'il tire les coups francs directs, hein, qu'on les laisse à lui plutôt que Dembélé ou Lee Kang-in. Donc, ces statistiques, il doit les surperformer, puisque là, il les sous-performe, tout simplement. Et bien sûr,
les complémentarités qu'il est en train de développer avec Ousmane Dembélé, qui commence à avoir de la gueule, tout simplement. Voilà, ça commence à être très intéressant. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Dembélé, si on pouvait prendre sa défense, puisque évidemment c'est un joueur très clivant, quelque chose que les gens ne mettent pas vraiment en avant, ses capacités de fixation. C'est vrai que Dembélé, aujourd'hui, sans ballon, t'apporte beaucoup. Et c'est ça qui me surprend. Qu'il n'ait pas de finition, qu'il soit un peu gogol dans le dernier tiers, on le savait en fait. J'ai envie de dire aux gens qui s'exclament, bah les gars, quand on l'a signé, tout le monde le savait, tu peux pas faire le surpris. Ses capacités à éliminer, une fois lancé, à être dévastateur, pareil, on les connaissait. Mais alors, sans ballon, sa rigueur, déjà, quand on doit défendre, elle me surprend. Et deuxièmement, quand on a le ballon, sa capacité à fixer la ligne, l'adversaire pour libérer de l'espace à Hakimi, vous verrez sur les prochains matchs, vraiment, c'est très plaisant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Ousmane Dembélé. Donc voilà. Et donc pour revenir sur Nuno, en janvier, la Coupe d'Afrique des Nations avec Achraf Hakimi qui sera avec le Maroc. Normalement, le Maroc devrait aller très loin dans la compétition. On ne va pas leur porter l'œil, mais bon, normalement, ça la gagne. Donc, normalement, il devrait partir pendant plus d'un mois du PSG. Donc, il va falloir que Nuno soit en pleine forme, au pic de sa forme à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, son retour, ne pas le précipiter. Et aussi, Mukiele. Parce qu'on sera en période de mercato. Bon, je ne suis pas sûr qu'on recrute un latéral droit. Mais aujourd'hui, derrière Achraf, c'est ce bon vieux Nordi, qu'on a hâte de retrouver parce que vraiment, on se rappelle de ces très bons matchs au mois de janvier, là, où il était tout simplement meilleur qu'Achraf Hakimi, voilà. Et d'ailleurs, Achraf, à ce moment-là, se bouge justement parce qu'il est mis en concurrence par Mukiele, et met un but contre Toulouse, fait des bons matchs, par exemple, contre Montpellier, je crois. Donc, voilà. On espère qu'en janvier, Mukiele et Nuno seront vraiment aptes, parce que Hakimi ne sera pas là. Et tout ça pour dire que ce débat Nuno-Hakimi ensemble, bon, écoutez, déjà, ayons-les sur la feuille de match, les deux en même temps, avant de penser aux 11 titulaires. Voilà, j'ai envie de dire. Hein. Je rappelle qu'on est le PSG. On a débattu, j'ai fait une vidéo, j'en ai parlé pendant un quart d'heure, alors qu'en fait, pour moi, c'est un petit peu un faux problème. Voilà, tout ça pour dire que Nuno et Hakimi ensemble, je valide complètement. Voilà, je vois pas en quoi ça pourrait nous créer des problèmes asphyxiants et tout ça. Bon, bref, on reviendra là, c'est la fin de la vidéo, 22 minutes, c'est un peu trop. Demain, je reviendrai sur Vitinha et les infos sur Messi, le journal L'Équipe et tout ça. Voilà. Et aussi, pour terminer la vidéo, ça je l'avais noté pour mon débrief, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, et là j'ai encore oublié, quelque chose que j'ai pas aimé. Alors le club a recruté des joueurs d'équipe, ça y est, maintenant tout le monde va saluer les supporters à la fin du match, machin chouette, c'est un club où ça bosse, truc muche, pas de problème. Le club veut se renvoyer cette image. Le problème, c'est que derrière, ne mets pas ton maillot third noir sur le premier match de la saison à domicile. Je suis désolé, mais ça tu vois, dans l'avant-match, ça m'a vraiment tiraillé. Sur le maillot third, en lui-même, je ne serais pas critique. Moi, je trouve que ce genre de maillot, c'est fait pour innover. À un moment donné, on ne va pas tout le temps mettre les couleurs du club, même sur les 3e et 4e maillots, voilà, qui sont des maillots destinés à être peu portés, donc l'équipementier peut se permettre des petites innovations. Moi, je valide. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez original dans ma manière de m'habiller, donc je peux que valider ce genre de démarche avec le flocage orange, pas de problème pour porter le maillot dans la rue, machin. Ça fait plaisir aux gens. Par contre, le porter au match à domicile d'ouverture de la Ligue des Champions, en plus, sachant que ton domicile cette année est plutôt réussi, plutôt aimé et se vend très bien, je trouve ça... j'ai pas aimé, quoi. J'ai vraiment pas aimé, ça dénature complètement et ça s'inscrit pas du tout dans la logique du club de nous dire ça y est, on est de retour, le PSG aux Parisiens, machin chouette. Bon bref, le programme que vous avez tous entendu, on a été assez bassinés tout l'été. Et d'ailleurs, je remarque que Nasser, ces histoires de recruter français et tout ça, il le dit depuis 2 ans. Il le martèle depuis 2 ans à chaque interview. À chaque interview. Donc cet été, il a réalisé son rêve, bien évidemment. Enfin, son rêve, son objectif. Est-ce que ça marchera ou pas Je sais pas, je le souhaite dans tous les cas.
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain ou après-demain pour... après-demain c'est sûr pour l'avant-match PSG-OM, demain si je trouve encore d'autres choses à redire sur ce PSG Dortmund. Ciao les amis, prenez soin de vous.